Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle émission après nos multiples péripéties. Oui, on n'a pas raconté, mais qu'on Non, pourra on vous raconter à un moment donné. racontera après. Donc une nouvelle émission spéciale chronique aujourd'hui sur divers sujets variés et multiples. Divers. Et voilà, donc aujourd'hui toujours Valentine à la régie, Marie, Jules, Esteban et moi. Paul, Voilà. Melchion. Eh bien, on va commencer par écouter la chronique de Jules, hein, qui est sur la F1, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, je suis là pour aborder le sujet du Grand Prix d'Australie qui a eu lieu il y a maintenant un peu plus d'une semaine. C'était un Grand Prix qui a suscité beaucoup de réactions parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dessus. Déjà, le nombre de drapeaux rouges qui est ahurissant. On a eu 3 drapeaux rouges sur une seule course. Des safety cars qui sont placés à des moments où il ne faudrait pas forcément. Rien qu'au 9e tour, on a eu un accident d'Alex Albon qui a entraîné un drapeau rouge qui n'était pas forcément nécessaire. La FIA justifiera par des graviers sur la route et des débris qui devaient être retirés. George Russell, qui est d'ailleurs le président de l'association des pilotes, qui dira que par rapport à d'autres situations, c'était pas forcément le plus adapté. En fin de course, à 2 tours de la fin, on a eu un accident de Magnussen qui a perdu un pneu en tapant un mur. La FIA a décidé de placer un drapeau rouge et a fait le choix, ou le mauvais choix pour certains, de relancer la course avec un départ arrêté. Ce départ arrêté a d'ailleurs entraîné, je crois, 6 voitures qui se sont crashées sur le départ. Beaucoup de gens étaient révoltés parce que la situation n'était pas forcément la plus adaptée, surtout à 2 tours de la fin où globalement la course était finie. On a perdu les 2 Alpines, les 2 voitures françaises, avec Gasly et Ocon qui se sont crashés de manière bête alors que Gasly faisait une course formidable en restant en P5 le long de la course. Il avait enfin pris la voiture en main, on était content de le voir performer ainsi et globalement tout le monde était assez déçu de le voir se crasher de telle manière. On a eu d'autres voitures qui ont eu beaucoup de problèmes et juste après ça, donc la FIA a remis un drapeau rouge, cette fois-ci justifié globalement. Et on a fini avec un dernier tour en course, dernier safety car dernier tour en course qui était globalement inutile, qui servait juste à faire passer le drapeau à damier. Et donc beaucoup de gens trouvaient ça relativement trop strict de lancer de safety car dans ces moments-là, alors que c'était pas forcément utile. Donc c'était globalement un Grand Prix controversé avec beaucoup de retournements de situation et de réactions des pilotes comme de la FIA qui étaient mécontents de la situation. On a eu un Max Verstappen qui a eu un podium, enfin qui a été P1 relativement logiquement parce que la situation le disait. À 2 tours de la fin et même au départ arrêté, il avait déjà pris de l'avance sur les autres coureurs. Donc c'était compliqué de rattraper. Par contre, on a eu un magnifique podium avec Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, avec donc, si on sait compter, 11 championnats du monde gagnés, enfin 11 champions du monde sur le même podium. C'était un podium fantastique. Et des résultats qui sont à peu près logiques et qui sont satisfaisants, un peu plus que la course en l'occurrence, qui était monstrueusement bordélique, on va dire. Alors, moi, je vais vous faire une chronique sur la course à l'espace de nos jours. Donc voilà, depuis le début, depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune en Depuis 69. que l'homme est homme, vas-y. À l'origine Donc de l'origine. voilà, l'exploration spatiale n'a pas cessé de croître et de progresser, avec de nouvelles missions qui apparaissent sans arrêt pour repousser les limites de notre compréhension de l'univers. Donc aujourd'hui, la conquête spatiale est plus active que jamais, avec plusieurs projets en cours de réalisation. Donc on a tout d'abord la NASA qui travaille actuellement sur sa mission Artemis, qui vise à retourner sur la Lune d'ici 2024. Cette mission ambitieuse implique la construction d'une salle et d'une station lunaire en orbite de la Terre. Voilà, enfin non, une station lunaire, c'est pas en orbite. Donc une station lunaire habitable et voilà pour faire des expériences scientifiques et pour mieux connaître notre satellite naturel. Mais la NASA n'est pas la seule agence spatiale à être impliquée dans cette course à l'espace. Donc on a également l'ESA, l'agence spatiale européenne,
qui travaille également sur plusieurs projets, notamment l'exploration de Mars. Et l'agence a lancé depuis 2020 sa mission ExoMars, qui vise à rechercher des traces de la vie sur la planète rouge. Et puis on a aussi des acteurs privés comme SpaceX, la société privée de Elon Musk, qui est également très active sur le sujet. La société a d'ailleurs réalisé plusieurs missions pour la NASA, notamment sur pour transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale. Et actuellement, SpaceX travaille sur des projets pour construire son propre vaisseau spatial pour transporter des humains vers la Lune ou encore vers Mars pour le futur. Et enfin, voilà, notre conquête de l'univers implique également de nombreux projets scientifiques, comme l'étude des exoplanètes. Donc c'est des planètes qui se situent en dehors de notre système solaire. Et on a aussi des télescopes spatiaux, comme le télescope spatial très connu James Webb, qui est prévu d'être lancé en octobre, qui était prévu pour être lancé en octobre 2021 et qui permettra de mieux comprendre ces planètes et peut-être de découvrir des signes de vie ailleurs dans l'univers. Donc voilà, c'est la planète, pour résumer un peu, la conquête spatiale, c'est plus qu'extrêmement active de nos jours avec de nombreuses missions en cours de réalisation. La Lune, Mars, les exoplanètes sont les principales destinations. Donc voilà, et avec des objectifs scientifiques ambitieux et qui pourraient faire des avancées fondamentales pour notre société. Et donc voilà, les acteurs SpaceX, la NASA et l'ESA sont les principaux, mais on a encore de nombreux autres acteurs d'autres entreprises privées qui sont également impliquées. Donc il est donc passionnant de suivre ces avancées et de voir où cela nous mènera dans l'avenir. Alors moi je vais juste rajouter quelque chose à ta chronique. Je crois que ce week-end, tu parlais de James Webb, ce week-end ils ont fait des nouvelles photos de Uranus, non? Quelque chose comme ça. Oui. Même des trous noirs ou des super trous noirs. Oui. Mais là, c'est lui qui avait fait la photo la plus ancienne, la plus loin dans l'univers. Oui, mais je crois que j'ai vu ça. Je sais pas ce que ça fait des nouvelles photos d'Uranus. Je sais pas ce que ça fait vraiment, mais globalement, on a une vision plus précise. En l'occurrence des anneaux aussi, c'est des anneaux qui sont plus intéressants parce qu'on y repère beaucoup de matériaux qui peuvent être intéressants à éliminer si on arrive à y envoyer au moins des robots et plein d'éléments intéressants. Okay. Et aussi, alors c'est pas vraiment de la conquête de l'espace en soi, mais rien que dans le domaine spatial, on a tous les réseaux de satellites qui sont placés autour de la Terre, comme Starlink, qui sont de plus en plus vastes et de plus en plus qui sont de plus en plus étendus autour de la Terre et qui aujourd'hui on peut même les voir à l'œil nu si on sait regarder globalement. Donc c'est de plus en plus impressionnant. Et d'ailleurs, ça pose de plus en plus de problèmes pour les interférences dans les communications. Parce que les satellites comme Starlink, c'est pour donner du réseau. Ça couvre en fait les zones blanches, ce qu'on appelle les zones blanches, et le monde entier bien sûr. Et justement, vu qu'ils ne sont pas situés au même niveau que les satellites plus traditionnels, il y a des interférences que ça peut créer avec les GPS. Donc voilà, ça pose des problèmes. Oui. Et Starlink a lancé d'ailleurs son offre. Je crois à 50 € par mois pour avoir une antenne. Ils te livrent une antenne que tu peux poser n'importe où chez toi et qui se place par rapport au satellite en l'occurrence. C'est ça. Elle est adaptative. On peut la prendre en voyage si on a des camping-cars. Donc tu la mets sur le toit et elle regarde là où elle veut en gros. C'est ça. Ça c'est super marrant à voir. Donc moi je vais vous parler du film Les Trois Mousquetaires sorti la semaine dernière, donc le 5 avril 2023. Donc c'est un film du réalisateur Martin Bourboulon. Donc lui il a pas fait beaucoup de films. Il a fait Eiffel l'année dernière qui a été un bon succès. Alors, on va dire que ça a fait du bruit au début, après peut-être un peu moins. Et de la comédie française Papa ou Maman, je sais pas si vous connaissez, avec Laurent Lafitte et Marina Foïs, moi qui me fait beaucoup rire cette comédie. Là j'y pense parce que je vois Eiffel, du coup je trouve qu'il y a un bon parallèle avec les images qui sont vraiment très très belles dans Eiffel et qui le sont aussi dans Les Trois Mousquetaires. Je sais pas si tout le monde a vu Eiffel, mais les images sont très très belles dans Les Trois Mousquetaires et je trouve que dans Eiffel on retrouve le même on va dire le même teint coloré, je sais pas comment on peut dire, mais la même coloration, bref. Colorimétrie, c'est ça? Oui. Ok, et ben voilà. Étalonnage alors. Bref, moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça très très beau. Et du coup, je caractérise ça à ce réalisateur, alors qu'autant pas du tout, mais voilà. J'ai vu 2 films de lui qui sont super.
Donc Les Trois Mousquetaires, ça reprend le roman de Alexandre Dumas et de toute cette histoire mythique. Je vous lis le synopsis. Donc, du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Donc voilà, ça c'est le synopsis. Il y a plusieurs qualifications qu'il faudrait donner à ce film parce que c'est un gros budget et puis il y a une distribution que je vais présenter après qui est assez importante. On qualifie ça souvent, certains on peut dire critiques du cinéma parlent de blockbuster tricolore. Donc réalisateur Martin Bourboulon. En distribution de films on a Romain Duris, François Civil, Pio Marmaille, Vincent Cassel, Lina Coudry, Louis Garrel, Eva Green. Donc très gros casting. Romain Duris on connaît très bien dans Eiffel, On attend Beaux Jungles. Comment on appelle ça déjà L'auberge espagnole. François Civil, qu'est-ce qu'on a comme film Chant du Loup. Five. Le Chant Chant du du Loup. Loup exactement. Et encore, qui avait très bien marché. Pio Marmaille, je n'ai pas de film de lui, je suis désolé. Mais bref, je sais que c'est un grand ami de François Civil et j'ai vu une interview, Hot Ones, avec Kian Kojandi et ça m'a fait beaucoup rire avec François Civil et Pio Marmaille. Ensuite, Vincent Cassel, on ne me présente plus. Qu'est-ce qu'on peut dire comme film, lui Hors norme. Et le film qu'il a sorti, qui est au tout début, là, qu'il a lancé, je ne sais plus. Personne ne connaît. Le premier film, c'est vraiment une référence, Vincent Cassel, quand il a les cheveux très courts et assez jeune. Et même juste La fin du monde aussi. Bon, ça, c'est pas Oui, du tout juste La connu, fin du mais- monde, oui. Enfin, c'est quand même assez connu, mais ça Ouais, va, c'est mais- pas. Je sais plus. Je vais m'en vouloir parce que je vais m'en souvenir juste après. Enfin, bref. Lina Coudry, qu'on retrouve du coup dans novembre. Et Louis Garrel, moi je l'adore ce monsieur, je vais en parler après et beaucoup mieux. La haine. Qui joue dans. Ah oui, C'est- La c'était- Haine, c'était voilà, La Haine La pour Vincent Haine. Cassel. Merci, Vincent Ça n'a Cassel. rien à voir, mais. Oui, mais voilà, c'était ça, La Haine. C'est un très bon film. Et Louis Garrel, du coup, qui joue dans le dernier film, L'Innocent, et qui joue dans beaucoup de films français, mais je me souviens plus de tous les noms. Voilà. Et ensuite, Eva Green. Alors, Eva Green, j'en parlerai après aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire petite anecdote de. Je dis beaucoup donc, encore. Petite anecdote du tournage, ça a été tourné en partie dans les châteaux de Normandie, donc très joli. Il y a un moment, c'est les châteaux, en fait, ils utilisent les châteaux enfin, ils font passer les châteaux de France en châteaux de Normandie, enfin, le château de Paris en gros en Normandie dans le film, et très joli. Donc Louis Garrel, déjà je vais commencer par parler de Louis Garrel. Donc il joue Louis XIII dans le film, on le voit pas beaucoup, parce que c'est un personnage secondaire, donc on le voit pas énormément, mais moi il me fait très rire. Vraiment, moi j'adore ce personnage, ce côté nonchalant, cynique, il a une allure de je sais pas comment dire, mais ouais, nonchalance. Et du coup, moi, il me fait beaucoup rire dans ce rôle de Louis XIII, un peu jaloux, mais un peu naïf. Enfin, il est très marrant et moi je colle beaucoup avec ce personnage, j'adore de manière générale l'acteur, l'homme que je ne connais pas beaucoup mais qui, de ce que je sais, est génial. Et les rôles qu'il joue sont vraiment super, comme dans L'Innocent où j'avais beaucoup aimé ce film. Et d'ailleurs j'étais très déçu qu'il n'ait pas été mieux récompensé au César. Ensuite, ce que je voulais dire, on a un Romain Duris que pareil, il a été un peu... moi j'adore comment il joue et il a été un peu modifié, mais ça j'expliquerai lorsque je parlerai de la modernisation un peu du mythe. Mais il est un peu transformé je dirais, en Jack Sparrow, quoi. Il ressemble un petit peu à style Pirate des Caraïbes avec un style assez particulier. Mais moi j'adore son personnage, j'adore comment il joue, j'adore les répliques qui sortent à chaque fois, c'est trop bien joué. Et par contre, je trouve qu'il y a une différence qui se fait des fois avec François Civil quand ils jouent ensemble. Après, c'est aussi parce que les rôles sont assez différents et François Civil, on lui demande d'être. Du coup, François Civil qui joue D'Artagnan, on lui demande de jouer c'est un personnage un peu plus, on va dire, moins à l'aise que le personnage de Athos qui est joué par Romain Duris. Mais Romain Duris, il brille par l'éloquence qu'il met à ses paroles et tout ça, c'est magnifique. Donc ensuite, pour les personnages que je fais un peu un par un et après je parlerai un peu de manière générale du film. Eva Green, du coup, elle joue la méchante qui complote contre l'État, enfin le royaume. Et elle, mais elle joue, elle est faite pour ce rôle de l'illustre un peu, de l'illustre méchante qui travaille dans l'ombre et c'est vraiment sublime. Et enfin donc, de manière générale,
le mythe de Alexandre Dumas, le mythe des Trois Mousquetaires, il a été repris plein de fois. C'est pas une première. J'ai noté un petit peu. Il avait été pris par George Sidney en 1948, par Richard Lester en 1973 et Bertrand Tavernier en 1994. D'Artagnan avait été interprété par Gene Kelly, Michael Work ou Michael Work peut-être, parce qu'il était anglais lui, ou américain, ou Philippe Noiret. Et là, il a été un peu rajeuni vu on a appris François Civil, qui fait beaucoup plus jeune, et Gaillard. Je ne connais pas les autres acteurs, mais ils étaient, je pense, certainement plus vieux que François Civil. Je fais un long monologue là, pardon, hein, je parle énormément. T'inquiète pas. Pour C'est pas changer. grave. Mais, C'est pas grave du tout. T'inquiète pas. mais du coup, il y a dans ce film ce qui change dans l'approche qui est faite du mythe, c'est qu'il est un peu, on va dire, dépoussiéré. Par exemple, on a un Parthos qui est joué par Pio Marmaille, qui est bisexuel, donc c'est des ajouts qui ont été faits par rapport au mythe. Romain Duris, du coup, comme je disais, un peu en format Pirates des Caraïbes, ouais, avec là moi vraiment quand j'ai vu, j'ai vraiment pensé à Jack Sparrow et à Johnny Depp. Et par exemple aussi, il rajoute dans le film les malheurs qui arrivent à Athos, du coup joué par Vincent Cassel, et qui ne sont pas dans l'histoire de Alexandre Dumas. Du coup, il y a un espèce de changement. Ça rajoute des histoires et des intrigues, quoi. Et moi, je trouve ça assez intéressant que ça se dépoussière un petit peu et qu'on reprenne pas bêtement l'histoire de Alexandre Dumas, qu'on puisse le changer un petit peu, surtout que. Et là, du coup, ça fait une parfaite transition sur ce que je vais dire. Moi, je suis très très favorable à ce qu'on prenne des mythes français pour pouvoir en faire des films. Mais c'est comme les musées. C'est super qu'on aille au musée, mais il ne faut pas qu'on aille tous au même musée. Là, c'est pareil. C'est bien de prendre des mythes, mais on ne prend pas tous le même mythe. Genre là, les mythes reprendre Alexandre Dumas dans le cinéma, c'est bien. Enfin, c'est souvent fait, quoi. Alors que en France, on a beaucoup de mythes, même dans les villages, etc., qui seraient intéressants de mettre en avant et d'utiliser pour diversifier totalement, finalement, les mythes utilisés. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y a des scènes qui viennent avec ce que je disais au début sur les images qui sont très très belles. Les scènes et la colorométrie. Les scènes, c'est ça ? Colorimétrie. Colorimétrie. Et Pardon. l'étalonnage. Colorimétrie et l'étalonnage. De quoi ? Ok, d'accord. Pardon. Et donc la colorimétrie. Et du coup, ça va avec le fait que les scènes sont magnifiques. Genre, bon, je vais pas vous spoil, mais la fusillade dans l'église, c'est trop bien tourné. J'aimerais trop être au moment. Oui, Je vais pas vous spoil. Oui, mais voilà, c'est un élément. Vous pouvez pas le racoler avec quelque chose. Vous avez pas rien, vous avez pas vu le film. Oui, je précise que personne autour de la table n'a vu Les Trois Mousquetaires. Oui. Oui, En voilà. effet. Voilà, donc je Du parle. coup, vu qu'on Vous maintenant, comprenez pas du tout où je vais, mais Vraiment, Vu que pas tu du nous tout. dis un Pensez peu tout, plus. tu spoil. pensez plus à ça. Pensez plus. Bref, mais Kingsman, moi. donc la fusillade, la scène de la fusillade dans l'église est magnifique. C'est tourné, enfin, tout est super bien fait. J'ai les mouvements de caméra, tout ça. J'aimerais trop voir comment ça se fait. Bref, voilà. Valentine, qui est une experte, tu pourrais me dire quand tu le verras si c'est vraiment bien ou si c'est vraiment une catastrophe. Il y a de l'action, enfin pour finir, il y a de l'action à la Matrix, un petit peu avec les cascades, un petit peu à la Matrix, mais un peu un mood de Robin des Bois, genre je sais pas comment dire, mais enfin ils sont dans la, moi je sais pas comment expliquer ça, mais ils sont dans la boue, tout ça, style, enfin bref, tout ça pour dire que moi j'ai beaucoup aimé ce film et qu'il m'a fait, bon c'est vraiment, on se pose pas énormément de questions durant ce film, même s'il faut quand même rester accroché pour comprendre Oui, je sais, c'est très long ma chronique, parce que j'adore ce film. Il faut rester accroché pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière ça et garder le fil historique de l'histoire avec les guerres de religion qui entourent cette histoire. Du coup, il faut essayer de comprendre qui est du camp catholique, qui est du camp religieux, le cardinal de Richelieu, qui sont ces hommes, etc. Donc il faut quand même rester éveillé, quoi, pour essayer de bien comprendre le principe, comment fonctionne le truc. Mais globalement, l'histoire, on la comprend facilement. Et bon, j'ai beaucoup aimé, mais ça a été d'avoir vu un film comme ça. Du coup, après, j'ai vu un autre film qui était beaucoup plus calme et avec beaucoup moins de retournements de situation, et je me suis presque endormi sur ce film. Donc bon, pas terrible. Je finis ma chronique, voilà, allez voir ce film, et je m'arrête là. Très bien, merci Esteban. Je parle beaucoup. Donc, nous allons passer aux recommandations culturelles. Oui.
Je vais commencer, si Vas-y. vous voulez, ou oui. Alors, vu que ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait d'émission, j'ai beaucoup de choses dans divers domaines. Ça va pas prendre trop longtemps parce que je vois l'heure tourner. Déjà dans le domaine des livres, le livre La plus secrète mémoire de l'homme de Mohamed Sarr, le prix Nobel bien sûr, le prix Goncourt 2021. Je le lis et je suis sur la fin et je l'adore, donc à lire. Bon après c'est un prix Goncourt, c'est pas genre un livre un peu cheap, pas connu. Mais très très bien écrit et j'aime beaucoup sa façon d'écrire dans le sens où il utilise le langage familier et le langage soutenu, enfin il mélange les deux et j'aime bien qu'on utilise le langage familier pas comme un défaut de langage mais comme une manière de s'exprimer qui, je sais pas comment dire, mais des fois on utilise beaucoup le langage familier en disant bah, parce que j'ai des lacunes en vocabulaire, mais j'aime bien quand on utilise le langage familier pour un but logique. On pourrait utiliser un langage soutenu, mais le langage familier est plus propice à cela. Je sais pas si vous voyez trop où je vais. Bref, voilà, moi j'aime beaucoup la façon dont il l'utilise et dont il le fait. Voilà, c'est une thèse dont je développerai l'idée à un moment sur l'utilisation du langage familier. Bref, ensuite, je viens de voir un message. Alerte info, France Info, le député Adrien Quatennens s'est réintégré au sein du groupe LFI. Voilà, je pose ça là. Si quelqu'un veut lancer là-dedans, bref, voilà. Je sais pas, j'ai été non mais j'étais j'ai été bref, voilà, j'ai déstabilisé par ça. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Des recommandations culturelles, rap, bien sûr. J'avais parlé de Younis il y a quelques mois. Et ben Younis, trop fort. Allez vraiment écouter. Il y a quelques mois, j'en parlais, j'avais pas encore écouté. Et là, en plus, il commence à se faire un petit nom. Donc voilà, allez voir Younis. L'album, la musique que je préfère, c'est Washington. Très très bonne musique, voilà. Ensuite, dans les jeunes, un petit peu jeunes pousses du rap, à Jeune Crack, allez voir. Si je me trompe pas, c'est de l'hyper pop et c'est super. Voilà, je vous parle autant de choses que vous ne verrez jamais, mais bref. Ensuite, Bécard. Bon, Bécard est un peu plus connu, mais même si vous connaissez peut-être pas. Non, oui, non. Oui, je connais. Bref, voilà, lui, allez écouter à Attention. mort. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais finir. Kekra, la musique de Kekra, Vibe Hanson, allez écouter. Et enfin, je finis pour le rap et je pars sur un dernier truc. Dans les spectacles, le spectacle, si on peut parler d'un spectacle, le concert de l'Homme Pâle, allez voir la tournée de l'Homme Pâle, elle est super. Il fait des très bonnes dates. La dernièrement à Genève, moi je suis allé le voir à Marseille. C'est du rock rap, c'est un rocker. En fait, il se comporte tout comme un rocker et c'est vraiment très 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 beau, très intéressant. Et enfin, du coup, dans les spectacles, allez voir Haroun. Haroun que j'ai vu à Lyon la semaine dernière. Allez le voir, très très marrant, un très bon puncher. Et j'aime beaucoup moi quand on fait des blagues sur la racine des mots. C'est le côté grec ancien de moi qui vient, mais et du coup ça fait beaucoup rire. Il mélange très bien il joue très bien avec les mots à l'image d'un Raymond DeVos si je me trompe pas. Mm. Et voilà, j'aime beaucoup. Je finis mes recommandations culturelles et je les passe à Paul. Ça veut Oui. rien dire ce que je dis. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose d'inédit. Hein. J'en ai jamais fait allusion. Alors on va parler d'Avatar. Mais c'est pas vrai. Mince alors. Dis-nous tout. Donc on va parler plus précisément du troisième opus de James Cameron qui est prévu pour le 18 décembre 2024. Donc il Déjà. faut savoir, donc ça sera The Seed Bearer, hein, avec mon accent anglais super. Mais tu joues dans le professionnel. film, toi, non? À Oui. force. Oui. Tu vas jouer dans le film. Alors j'ai le rôle principal. Ah. Oui, d'accord, je vois. D'accord, je comprends. Non, et Je me rappelle, j'ai vu la bande-annonce. Et du coup, je vous en parle parce qu'il y a les premières images qui sont sorties. Et c'est justement des images qui laissent apparaître quelque chose de différent d'Avatar. Donc, parce que normalement, ce troisième opus est censé se concentrer sur la face noire de Pandora. Donc, le côté sombre La face des cachée Na'vi. Non, plutôt dans le sens, le côté obscur des Na'vi. Là, ça sera plus les humains, les méchants, ça sera les Na'vi, le peuple de l'ombre, ou des cendres, je sais plus. Super intéressant ça. Et du coup, voilà, après Avatar 2, quand même, qui a eu un énorme succès, qui est devenu le troisième plus gros film au box-office, qui a dépassé Titanic. Bon. Et ça en fait quand même, sur le top 5, il y a 3 films de James Cameron qui sont de James Cameron, quoi. Avatar
c'est le premier. Ensuite, il y a Avengers Endgame, qui est des frères Russo, ça c'est le deuxième. Avatar 2 et Titanic, le 4. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez voir, si vous êtes fan d'Avatar, à regarder ces images voilà, qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Le film est déjà tourné. Ils sont en train de tourner le 4, mais pour bien sûr des raisons économiques, ils attendent. Il les sort tous les 2 ans. Voilà. Ah ben, On veut de l'argent. non, On veut de la mais c'est moula. dans le sens, ça serait pas logique de sortir les 6 avatars à 2 mois d'intervalle. Oui, non, mais oui, ça c'est sûr. Voilà. C'est clair. Surtout, Voilà. ce serait compliqué de mettre ça en place. Ouais. Qui a des recommandations culturelles encore? Moi, j'ai un autre. Vous n'avez rien d'autre? Marie? Bah, on peut parler de Sur les chemins noirs. Je connais pas. C'est quoi les chemins? Bah, c'est encore un film français qui est sorti il y a pas longtemps. Ok, ça me dit. Donc c'est cool, en ce moment le cinéma français est un peu actif. Mhm. Et donc Sur les chemins noirs, c'est tiré d'une histoire vraie d'un homme qui s'appelle Sylvain Tesson. Ah oui, C'est Euh, un oui, pardon. écrivain. Voilà. Ok. Et il a été plongé dans le coma après un accident. Et à son réveil, il s'est lancé le défi de traverser la France. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc il va se recentrer sur lui-même, pardon. Et il va beaucoup penser au sens de la vie. Voilà. Et donc c'est un film qui est réalisé par Denis Imbert. Et il est sorti donc cette année. Ok. Mais c'est en tête d'affiche, c'est Jean Dujardin, c'est ça? Ouais. Oui, parce que moi je l'avais vu, mais ça m'avait pas trop chauffé la bande-annonce. Mais après, de ce que tu me dis, ça a l'air pas mal. À voir. Après, moi j'ai du mal avec ce que devient Jean Dujardin. Mais ça, c'est un autre débat. J'aimais bien Jean Dujardin de The Artist. Mais moins là de ce qu'il fait en ce moment. Bah, Bah, ça doit être intéressant de le voir dans ce rôle-là, parce Ouais. que d'habitude on le voit un petit peu dans un personnage un peu drôle, qui fait Mm. rire la galerie, et Ouais. là c'est un personnage plutôt sérieux et tout. C'est vrai. Moi, la dernière fois, le dernier film que j'ai vu de lui, c'était Président. Il jouait Nicolas Sarkozy. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui est sorti il y a 2 Non. étés ou quelque Ouais, chose ouais, comme ça. c'est Je plus. compte en été. Non, c'était sorti de Covid. Et ça m'avait fait pas mal rire parce qu'il avait été très fort. Un gros travail d'acteur pour refaire les mimiques d'un Nicolas Sarkozy rempli de petits tics. Mais du coup, rempli de petits tics, on dirait investi de bestioles, c'est très bizarre. Mais voilà, moi je suis pas à 100% fan du monsieur, mais après à voir, parce que l'histoire, comme tu me dis, elle a l'air intéressante. Puis il y a Donjons et Dragons qui sort. Alors, j'ai Donjons- jamais vu de Ah, ma vie, ça, mais je c'est connais vrai. pas ça du fera tout. plaisir à Dustin. De style, oui. Dans Stranger Things, exactement. Dans Stranger Things. Oui, d'ailleurs, J'ai pas la référence. pour finir, aujourd'hui sort la dernière saison, ou en tout cas la 6e saison de The Last Kingdom, en ce vendredi 14 avril. Et voilà, très très grosse série. Moi j'adore beaucoup cette série. J'adore. Et Alexander Draymond, je sais pas, Draymond, je crois, que j'apprécie énormément aussi. Voilà, c'était la petite dernière recommandation culturelle. Je propose que nous en arrêtions Quittions là. là, que nous quittions là, c'est mieux. Oui. Et on se dit pas la semaine prochaine vu qu'on est en vacances et qu'on on travaille pas pendant les vacances. On nous, travaille est pas des- non plus, hein, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Mais on se retrouve Malgré le bac. normalement après les vacances si tout se passe bien pour une nouvelle émission. Ah bah tiens. Au revoir. Avec la sonnerie du lycée, Et c'est incroyable. joyeuse Pâques en retard. Joyeuse Pâques en retard Et bon et résultat du bac aussi. bon Ah résultat oui. du bac. à Et ceux bonne qui ont les chance à résultats tous du pour bac. supporter ça. Ouais. On va pleurer. Faux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.